Bonne année. Bonsoir à tous, vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et moi, ainsi que toute mon équipe qui est ici présente au complet, donc Laurent, Roger, Christine, Géry et Olivier, on vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Est-ce que ça va les amis? Ça va, impeccable. Bonne année. Vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère? Oui. Absolument pas, c'est de la merde. À ce point-là? Non, plus sérieusement, est-ce que déjà Noël, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Il y a eu des cadeaux un peu ou pas du tout? Des cadeaux, quand je parle de cadeaux spiritueux bien sûr. Hein, Très bien. Oui, non. Est-ce que la varicelle est considérée comme un cadeau chez un enfant? Spiritueux. D'accord. Ouais, bien sûr. Des fêtes de Noël très très réduites parce que voilà, et des cadeaux spiritueux. Eh ben pour l'instant, la fête de Noël était tellement réduite avec tellement peu de monde que j'ai pas eu de cadeau encore. Merde. Donc on a fait plus festif. Ouais, donc ça n'a pas été très cadeau cette année en termes de spiritueux. Si, un peu quand même. Un peu quand même. Vas-y. Ouais, mais j'ai reçu un Sampan 54%. Donc ça fait plaisir. Même si c'est pas un spiritueux, j'ai reçu un vin jaune. Ça, je suis content parce que j'avais goûté qu'une fois et j'ai trouvé ça très bon. Et puis un certain Benoît B m'a envoyé un colis rempli de samples de rhum festif. Vous l'avez tous reçu, ce colis-là. Vous l'avez tous reçu. Voilà. C'est vrai. Et j'ai goûté avant-hier. Et d'ailleurs, on voulait te dire, moi j'ai reçu Benoît, un colis d'un ce sera notre dernière émission. Voilà. Ça sera notre dernière émission. Voilà. donc Olivier, tu les as goûtés. Je crois que tu es le seul à les avoir goûtés. Ouais, je les ai goûtés avant-hier. Ouais. Alors, je vais faire un retour cette semaine. Très honnêtement, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, il y en a, c'est l'enfer. Je pense celui à la banane, c'est vraiment l'enfer. Alors, c'est un goût de... Juste pour récapituler, donc la dernière émission de l'année 2021 parlait justement des rhums festifs. Et donc pour la faire brève, j'ai envoyé des samples de rhum à toute l'équipe. Il y en avait 5 ou 6. 5, 6, je sais plus. 6. Et dedans, il y avait donc tout un tas de rhums un peu particuliers, notamment rhum au popcorn, rhum chocolat brownie, rhum à la banane Haribo, enfin voilà, des trucs bien poussés qui existent pourtant, donc ce sont de vraies marques, hein, je veux dire, ces produits existent. Et donc voilà, Olivier les a donc dégustés. Oui, tout à fait. Et donc oui, celui à la banane est effectivement affreux. Ça rappelle certains médicaments avec des goûts chimiques comme jamais. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est celui au cookie, celui au chocolat et celui au popcorn m'ont rappelé quelques soirées étudiantes où on mélangeait du Bacardi avec des sirops Monin qui ont sorti une gamme avec sirop de popcorn, sirop de cookies et sirop de chocolat, et au final ça a vraiment ce goût là, donc ça m'a rappelé des soirées shooter débiles, donc c'était un petit côté Madeleine de Proust, des soirées qualitatives. Oui, des soirées très intelligentes. Le rhum au popcorn, c'est sa Madeleine de Proust, nom de Dieu. Non mais c'est des madeleines de Proust il n'y a pas si longtemps, mais il y a 5-6 ans quand même, quoi, à l'époque où je faisais mes dernières soirées étudiantes avant d'être définitivement plus étudiant du tout. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que celui au café, ça fait très cold brew, pour ceux qui ont déjà bu ça, voilà, et du coup, écoute, c'est pas si mal. Vraiment, je m'attendais à des choses affreuses et au final, il y en a vraiment que 2 qui sont pas bons, à mon goût, hein, vraiment que je trouve dégueulasse, qui est celui à la banane et celui à la cacahuète, que je trouve huileux. Enfin, ça a plus le goût de la peau de la cacahuète, tu vois. Tu sais, quand tu ouvres l'arachide et qu'il y a de la peau qui englobe les 2 cacahuètes, ça a vraiment ce goût-là. Donc ça, c'est vraiment l'enfer. Ne nous livre pas tout si tu fais un article. Garde-en un peu sous le coude. Ça va pas être un retour très détaillé, mais voilà, c'était pour faire un petit retour sur ces rhums festifs. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, car figurez-vous, mes chers amis, que ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un mail concernant nos statistiques. Et figurez-vous que le Single Cast, au mois de décembre 2021, est entré officiellement dans le top 100 des podcasts food chez iTunes France. Voilà. C'est cool ça. J'ai envie de dire bim, voilà. Bonne année. Voilà. Bravo. Alors, vers le début décembre, justement, on était à la 14e place quand même, ce qui n'est pas rien. Et là, maintenant, on a dégringolé à la 88e place. Ces on va retenir semaines, 14.
Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, les podcasts food, il faut savoir qu'il y en a quand même un paquet, sachant que voilà, dans les top 10, on a quand même des trucs de France Inter, des trucs assez pointus, européens, RTL, etc., avec Cyril Lignac et compagnie. Et là, franchement, être arrivé à la 14e place avec notre petit podcast, je dis que c'est pas mal. Franchement, chapeau. Donc je tenais à vous remercier, et je remercie également nos éditeurs, parce que c'est grâce à vous. Si on invitait Cyril Lignac, histoire de passer premier. Je ne sais pas s'il s'y connaît en Rome, Cyril Lignac, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement, il y a des choses. Il doit en mettre un peu dans ses pâtisseries. Gourmand croquant, un rhum gourmand croquant, et ça lui plaira. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais il faut plus lui envoyer de rhum au popcorn, hein, ça t'a... Exact. Il y a des filles qui ont fondu. Oui, il doit m'en rester un peu dans le sample. C'est ça. Mais donc, en tout cas, voilà, merci à nos auditeurs, parce que c'est aussi grâce à eux, bien évidemment, qu'on a réussi à atteindre ce joli palmarès. Donc, merci beaucoup. Voilà. Avant de venir au sujet du jour, je vais passer la main à notre cher Roger. Roger, c'est quoi les news de ce début d'année ? Donc oui, il y a des news, j'ai reparcouru les dernières nouveautés, il y en a quelques-unes qui dépassent sur l'année passée, mais on va quand même les repasser en revue. Donc Nesson a proposé 2 variantes officielles aux 3 embouteillages Vélier qui sont sortis il y a 1 an et demi, donc c'était des embouteillages qui étaient prévus pour montrer les différences entre le vieillissement de rhum dans 3 chais différents. Et donc ici, Nesson reprend la même chose, mais en mode épaule carré, donc et il y a deux chais différents, donc le Vévert et le Mama ou Main, je ne sais pas comment on dit, avec à chaque fois 2 fûts différents. C'est vendu uniquement sur place, donc je ne sais pas si on aura l'occasion de goûter, mais bon, si jamais, j'imagine qu'il y a pas mal de métropolitains qui ont réussi à l'avoir, donc on verra si c'est splitté. Oui, si, il y a des gens comme ça, oui. Alors, plantation, parce qu'il y a une rubrique news sans plantation, c'est un peu tristounet. Ils reviennent avec un nouveau batch du Clarendon, donc le Clarendon qui était sorti il y a quelques années, qui était un assemblage de pas mal de fûts. Cette fois-ci, ce sera le millésime 2007, avec 13 ans de vieillissement sur place et 2 ans à cognac. Et il titre 48,4% sans sucre ajouté. Donc ça arrive là maintenant, ça ne devrait pas tarder, et ce sera disponible un petit peu partout, parce que je pense qu'il y a plus de 15 fûts assemblés, donc il y a de quoi faire. Le salon du rhum de Spa n'a malheureusement pas eu lieu cette année à cause d'inondations, mais ils reviennent quand même avec 2 nouveaux embouteillages, 100% maison cette fois-ci, donc ils ne travaillent plus avec une marque, ils ont sélectionné eux-mêmes les 2 fûts. Et il s'agit de 2 Hamden à 1990 et à 1993 du marque Sea Diamond Age, comme on dit. C'est en vente sur leur site dans les jours qui viennent pour 365 et 350 €. Malheureusement, c'est vieux et c'est Hamden, mais par contre c'est très très bon. La Favorite a sorti 3 bruts de fûts du millésime 2016 juste pour les 5 ans du Rhum Club Martinique. Donc il y avait 2 single casques et un assemblage, uniquement dispo sur place et uniquement dispo pour les membres du Rhum Club Martinique pour le fût 25. On en a vu passer quelques photos, pareil, je ne suis pas sûr qu'on goûtera, mais bon, voilà, c'est l'occasion de faire un petit coucou à nos copains du Rhum Club Martinique. Un peu plus dans le nord, Nobilis, les Danois, reviennent avec 3 rhums. Un Bellevue 98, un Diamond 2002 et un Neudvlugt 1995. Donc ça c'est en vente pour le moment. Et de Duchesse, l'embouteilleur hollandais, vient de proposer, lui, un Travelers de 15 ans, un Neudvlugt de 24 ans et un Long Pond de 20 ans en association avec Sample X, qui est un embouteilleur belge, Jürgen Vroemans, je pense, qui faisait... Rhum Mercenary, les bouteilles avec Roi Pirate, donc souvent des belles références à des prix très sympas. Et enfin, le Bordeaux Rhum Festival aura lieu le 25 et le 26 juin à Bordeaux, et le Rhum Fest Paris les 2, 3, 4 avril à Paris. Voilà, pour les surprises, des lieux. Merci beaucoup Roger. Donc voilà quand même quelques news. Voilà. Certaines choses intéressantes. Alors pas mal de sorties locales pour la Martinique notamment. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as cité, la cuvée unique de chez Depaz également, qui est sortie pour les fêtes uniquement à la distillerie. On va quand même...
le préciser. Et puis après, tous les salons qui reviennent, enfin, envie de dire, en espérant qu'ils puissent se tenir jusqu'à là. Enfin voilà, c'est dans quelques mois quand même. Donc d'ici là, on sait pas trop ce qui nous attend, mais on va quand même toucher du bois et croiser les doigts en espérant que tout ça se fasse. Voilà. Donc sujet du jour, un sujet pour bien commencer l'année. Le sujet qui nous a été proposé par Christine cette fois était: pourquoi est-ce qu'il est si difficile de connaître l'âge de ton rhum si t'as pas fait maths sup? Voilà. Donc on va se démerder avec ça aujourd'hui. Je sens que ça va être mignon. Mais effectivement, il n'est pas évident aujourd'hui de connaître l'âge d'un rhum à 100% pour beaucoup de raisons. Mais je vous pose la question à vous, et je vais d'ailleurs commencer par Laurent, notre cher homme à la poussette. Selon toi, qu'est-ce qui rend l'identification de l'âge d'un rhum compliqué de nos jours? Alors, de nos jours comme auparavant, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de règles assez lâches sur la production et les informations des rhums dans le monde, on va dire. Donc sur certains rhums, il est tout juste impossible, c'est juste pas indiqué. Donc déjà, ça, voilà. Donc évidemment, on parle pas de rhum où les règles sont un peu plus strictes, mais il y a quand même tout un paquet de rhums. Alors on peut penser à certains rhums d'Amérique du Sud, par exemple, qui, t'as beau regarder la bouteille, alors il peut y avoir un chiffre dessus, hein. Mais c'est pas forcément un chiffre qui indique un âge. Tu peux avoir une date, ça peut être une date anniversaire de je sais pas quoi. T'as des méthodes de production qui vont pas non plus faciliter les choses. On peut penser à la méthode Solera. Donc il y a tout plein de choses. Il y a aussi un autre truc j'ai pas envie de couvrir tous les sujets, mais il y a aussi les non-age statements qui deviennent de plus en plus quelque chose dans le rhum après l'avoir été l'être déjà pas mal dans le whisky. Donc tout ça fait que même si depuis des années il y a beaucoup d'amateurs un petit peu éclairés qui demandent plus de clarté et sur les étiquettes, sur savoir ce qu'on boit simplement, on se rend compte que est-ce que ça va vraiment dans ce sens-là ou est-ce que ça va plutôt dans le sens inverse? Je suis un peu pessimiste, moi. Ok, mais ouais, ça donne déjà certains éléments de réponse, effectivement. Après, je sais pas, les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, en fait, comme disait Laurent, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglementation sur le vieillissement, hein, à part les IG... Le règlement international, tu veux dire? Il n'y a pas de règle, oui, il y a pas, sur le vieillissement, il n'y en a pas, à part l'AOC et l'IGP Guadeloupe, il n'y a pas vraiment, quand tu regardes les autres réglementations, il y a des grandes catégories, mais il n'y a pas vraiment de distinction d'âge comme on peut l'avoir chez nous. Et comme disait Laurent, les méthodes Solera, c'est très difficile d'avoir de vrais âges, de le savoir en tout cas, puisqu'on n'a pas les indications des producteurs. Et puis les Anglais ont toujours favorisé les NAS, les non-age statements. Donc voilà, c'est compliqué effectivement. C'est pas. Il y a des règles, hein. Je pense aussi que le fait que les stocks de rhum vieux vont de plus en plus en diminuant, on a moins tendance à indiquer un âge clair et précis pour favoriser peut-être des assemblages ou des rhums un peu plus jeunes où on n'a pas trop envie de le mettre parce que le prix ne suit pas toujours la même logique. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai compris. C'est déjà ça. On a compris, c'est le principal. Christine, tu allais dire quelque chose? Oui, moi c'est déjà ça. Je m'inscris un peu en faux sur le fait qu'il n'y a pas de règles. Il y a de nombreuses règles il y a peut-être un trop plein de règles, même à l'inverse, mais il y en a quand même. Les règles du CARICOM, par exemple, qui s'appliquent quand même à, je sais pas, une quinzaine de pays. Oui, mais sur le vieillissement, c'est quand même pas très précis sur les vieillissements. Il y a des règles, mais sur le vieillissement lui-même, c'est pas très très précis. Il n'y a pas énormément de catégories dans les autres réglementations. Non, mais là, ça fait quand même une quinzaine de pays parmi les producteurs majeurs, tu vois, sauf si tu considères que, je sais pas, la Jamaïque, la Barbade, le Belize, le Guyana ou Trinidad, ce sont des petits joueurs, mais bon, c'est pas le cas, à mon avis. Et puis les règles du CARICOM, elles existent, quoi, qui te disent que l'âge du rhum, c'est le plus jeune constituant de l'assemblage. À peut-être un détail près, c'est qu'ils parlent de vieillissement en fût ou en cuve. Parce qu'à vrai dire, dans la notion d'âge, il y a deux choses. Il y a la durée de l'âge pour moi, mais il y a également
dans quel type de contenant ça se fait. Et bien sûr. En fût et en foudre ou en cuve, c'est pas la même chose que voilà. Et il y a également le lieu peut-être parce que un vieillissement dans les chais de Bristol ou un vieillissement sur place en Martinique ou en Jamaïque, c'est pas non plus la même chose. Alors est-ce qu'il faut qu'on rentre dans ces détails-là ou pas, je sais pas. Absolument. Je pense que ce que Jerry voulait dire en fait, c'est-à-dire que là effectivement tu résumes avec la CARICOM par exemple où on s'arrête à dire que c'est l'âge du rhum le plus jeune dans l'assemblage qui va valoir en comparaison avec les rhums des Antilles où on a plusieurs catégories ou sous-catégories d'âge au fait, c'est-à-dire que en Martinique aussi c'est l'âge de l'assemblage le plus jeune en cas d'assemblage qui sera indiqué ou qui sera pris en compte, mais après on a d'autres catégories type VSOP, XO, etc. Oui, c'était à ça. Je pense que c'est ça que Jerry voulait juste mettre en avant. Ce que je veux dire, c'est que les autres réglementations sont beaucoup moins précises sur les catégories d'âge. Parce qu'une fois que tu dis c'est l'âge le plus jeune, après on n'a pas de catégorie aussi précise que dans les réglementations françaises ou... Alors après, on a d'autres réglementations par contre. Excuse-moi, moi pour le consommateur, je trouve ça plus précis de dire ton rhum a 10 ans et 10 ans c'est l'âge du plus jeune que de dire ton rhum c'est un XO et la moitié des gens ne savent pas ce que c'est qu'un XO. Alors non seulement beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un XO ou qu'un VSOP, mais en plus les maisons, on va dire, de Martinique ou de Guadeloupe, mais peuvent s'affranchir de ces règles. Alors pas en faisant moins, mais en faisant plus. Il se peut qu'un XO n'ait pas 6 ans, mais on ait 10, 12. Et donc l'indication juste XO, VSOP, VO donne une indication, mais pas une indication forcément complète non plus. Et pareil pour les rhums latinos, tu vois, Añejo ou Grand Añejo, bon courage. Oui, après il y a d'autres. Après, il y a d'autres réglementations. Je prends l'exemple de Cuba, par exemple, où il faut que le rhum ait un minimum de 2 ans pour être appelé rhum. Voilà, c'est une vision complètement différente, mais qui est quand même à prendre en considération dans ce cas-là. Mais je pense que de manière globale, ce qui manque effectivement, c'est une sorte de, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment une sorte de réglementation internationale qui devrait avoir lieu, où tout le monde se mettrait d'accord sur les mêmes règles. Et tant que ça, ce n'est pas le cas, ça va être beaucoup plus compliqué, effectivement. Ça ne facilite pas les choses, disons. Il y a des chances que ce soit compliqué pour toujours. Il y a trop de produits totalement différents. Oui, mais tu as surtout, à vrai dire, ce que vous avez abordé, qui est le vieillissement en Solera. Je ne sais pas si on explique ou pas, mais c'est vrai que le vieillissement en Solera, aujourd'hui, ça introduit quand même une sacrée distorsion de concurrence. Quand tu as un Solera 23 à côté et qui coûte moins cher qu'un rhum de 15 ans martiniquais en vieillissement statique, les gens comprennent pas pourquoi. Ou même de 6 ans. Ouais. Même moins cher qu'un presque, ou même qu'un blanc. On pensait là-dessus d'ailleurs que le règlement européen, le nouveau règlement remettrait un peu les choses, enfin l'église au milieu du village, ce qui est en partie le cas, puisque eux ils précisent vraiment maintenant que l'âge indiqué sur une bouteille de spiritueux, quel qu'il soit, doit être le plus jeune constituant. Mais tu as toujours des... Et que normalement, les dérogations pour vieillissement selon des méthodes traditionnelles de Solera sont réservées au brandy espagnol. Néanmoins, tu vois bien que les Solera continuent à grouiller en France. Il y a une action de classe aux États-Unis contre Zacapa, par exemple. Depuis septembre, quelque chose comme ça, il y a eu des consommateurs qui ont donc saisi les tribunaux pour dire que c'était trompeur. Que Solera 23, les gens pensaient que c'était l'âge du rhum. Et comme c'est l'âge plus exactement de la Solera, qui a 6 à 23 ans, c'est l'âge maximum. Au contraire. Donc je ne sais pas où s'en est cette action de classe, mais il y a une action qui est intentée aux US sur cette question. Je ne sais pas, mais clairement le côté, ça induit en erreur, oui évidemment quoi. Ça c'est, cet exemple-là, il est tellement parlant. Alors à une époque, si je dis pas de bêtises, sur la bouteille d'ailleurs, il y avait marqué 23 años. Et ensuite, ils ont enlevé le años, ils ont gardé juste le 23. Ils ont tous fait ça en prévision du nouveau règlement, tu voyais. Tous les mots años ou an ont été tombés.
Et alors, t'as ceux qui te disent c'est du vieillissement statique malgré tout. Tu vois, Flore des Cagnas a supprimé les agnos également, mais ils te disent c'est pas grave, c'est du statique. Ah bon, alors vous enlevez agnos pourquoi? Pour économiser l'encre sur l'étiquette? Enfin, j'en sais rien, c'est très... C'est vrai que c'est un peu quand même un peu n'importe quoi, on va dire. Allez. C'est pas le plus simple. Ouais. Non. Alors, justement, pour revenir sur ce sujet, alors pour venir sur un côté peut-être un peu plus francophone du sujet, ces définitions qui sont souvent reprises, alors il y a beaucoup de définitions qui sont reprises, notamment dans les lois françaises, que ce soit dans les IG ou dans les AOC, c'est les fameux VO, VSOP, XO, etc. Est-ce que l'un d'entre vous sait ou peut m'expliquer, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, peut m'expliquer d'où ça vient? Eh ben, je me suis posé la même question. Je m'étais dit que quelques données historiques, ça aurait pu rendre le sujet vachement intéressant, mais je sais pas du tout, parce que à l'origine, ce sont des mentions d'âge, les VS, VSOP, XO, qui sont sur les eaux de vie de vin, qui viennent du cognac. Mais depuis quand est-ce qu'on les applique dans le rhum? J'ai aucune idée. Je sais que j'ai entendu à plusieurs reprises, mais va savoir enfin, je l'ai pas vérifié, avoir entendu à plusieurs reprises les gens de la distillerie Mondgay dire que le premier XO dans le rhum était le Mondgay XO. Mais je l'ai jamais vérifié, donc j'en... Alors après c'est ça, c'est-à-dire que le XO effectivement est un terme souvent repris par d'autres marques, alors pas que dans les rhums francophones, que ce soit chez Bangay, que ce soit chez Dorlies, enfin Foursquare, à la Barbade de manière générale. Après on en retrouve aussi, ne serait-ce que chez Zacapa, il existe un Zacapa XO qui est le premium plus de leur gamme. Enfin voilà, c'est un terme qui est assez repris, alors qui a priori reviendrait du cognac, mais je n'ai pas trouvé plus d'informations sur le sujet et encore moins sur comment est-ce que ces termes-là, qui sont à la base des termes anglophones, ont débarqué dans le cognac. Bah ça oui, avec les négociations. Voilà exactement, parce qu'en fait autant il y a une grande histoire entre l'Allemagne et le Champagne, autant il y a une grande histoire entre les Anglais et le cognac sur à peu près le même principe, c'est-à-dire que les Français ont été toujours très fort en savoir-faire, mais pas pour faire savoir. Hein. C'est une expression que je trouve assez marrante que j'ai entendue chez plusieurs producteurs. Et effectivement, c'est à ces époques-là, les Anglais ont bien senti que le cognac était quelque chose de génial. Et ils avaient effectivement une fibre du commerce a priori plus supérieur, on va dire, en tout cas aux Français, et pour la vente de leurs spiritueux. Donc effectivement tu as plein de gens, que ce soit NC, que ce soit je pense aussi à Hein, enfin bref, il y a tout un tas de marques dont les propriétaires ont été historiquement anglais, et donc moi je serais pas surpris que cela date de cette époque-là. Et donc si tu veux vendre du cognac à des Anglais, il faut quand même que ça puisse leur parler, d'où l'arrivée de ces appellations, quoi. Voilà. C'est exactement l'information que je cherchais donc et que je n'avais pas trouvée. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Alors suite à ça, j'aurais quand même autre chose. Alors pour le côté un peu fun, je me suis amusé à comparer 3 IG, une AOC et l'AOC Cognac, justement, et je voulais vous faire un petit quiz à ce sujet, parce que j'ai trouvé des trucs quand même plus ou moins marrants, et je me suis dit que j'avais 5 questions, donc une pour chacun d'entre vous, pour voir comment ça va se passer. Et je commence tout d'abord avec la première question, que je vais réserver à Laurent. Tiens. Oh, décidément, c'est moi qui ouvre toutes les hostilités. On y va. C'est parce que tu es le premier sur mon écran, c'est pour ça. Donc automatiquement, c'est pour ça que tu commences. Attends, je déconnecte et je reviens. Voilà. Alors, Laurent, selon toi, quel âge doit légalement avoir un rhum agricole intitulé Très Vieux à l'île de la Réunion, selon l'IG Réunion? Oh putain. Très Vieux à la Réunion. Et parce que il y en a. Des appellations, il y en a. Et donc là, est-ce que tu veux que je te répète la question? Non. Est-ce que tu veux que je réponde à ta question? Exactement. Non plus. Ah merde. Non. C'est le but du jeu. T'avais pas envoyé de rhum au popcorn. Je vais dire 4 ans. Est-ce que quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Très vieux, 4 ans.
Ouais, j'aurais dit 4. Enfin, j'aurais tenté. Alors, sans conviction. Pas du tout. Je vous ai bien lu. Hein. Figurez-vous que l'IG Guadeloupe, l'IG Guyane et l'IG Réunion utilisent le terme très vieux pour minimum 3 ans. Et que finalement, c'est que l'AOC Martinique qui l'utilise pour le VSOP pour du 4 ans. Voilà, donc à un an près, j'estime que j'ai eu bon. Je suis tout à fait d'accord, mais voilà, c'est les petites différences entre les IG qui, je les ai découvertes moi-même en faisant cet exercice. Donc voilà, je voulais voir si vous étiez très calé. La différence entre les très vieux, alors. Pardon ? Donc il y a une différence. Il y a une différence entre les très vieux des différentes régions. Exactement. Donc un très vieux en Martinique n'équivaut pas à un très vieux en Guadeloupe, à la Réunion ou en Guyane. Ouais. Voilà. Bon à savoir. Deuxième question, et celle-là ira à Olivier. Oui. Olivier, selon l'IG, qu'est-ce qu'un rhum brun en Guadeloupe ? Il y a le terme rhum brun dans l'IG Guadeloupe, mais qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Aïe. C'est marrant. Ouais, parce qu'on parlait du rhum gold il n'y a pas si longtemps. Le rhum brun, est-ce que ce serait un équivalent de SB je sais pas, je dirais minimum 18 mois de vieillissement. Les autres ? Christine, depuis tout à l'heure, Christine fait des signes, en fait. Pas du tout. Je parle en morse, mais... elle indiquait 27 ans. Je pense pas que ce soit ça. Non, alors pas du tout. Le rhum brun, selon l'IG Guadeloupe, correspond à 6 mois de vieillissement. Ah ouais. Alors que l'élevé sous bois, selon l'IG Guadeloupe, c'est 12 mois. Minimum. Donc rhum brun, c'est moins... Ah, intéressant. Donc un rhum brun, entre 6 et 12. Exactement. Donc voilà. Alors après, autre question piège. Allez, tu peux peut-être te rattraper, Olivier. Question piège pour vous tous. Est-ce qu'on peut trouver un rhum brun en Martinique ? Non. Bah si, un rhum de Guadeloupe. Je dirais non. Je dirais non parce qu'il y a déjà pas de gold, donc ils vont pas se faire chier avec un brun. T'es en train de dire qu'ils ajoutent des trucs avec la mention Martinique. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut trouver un rhum brun en Martinique ? C'est ça. Bah, tu peux trouver du Negrita, oui. Alors non, un rhum brun produit en Martinique. Un rhum brun produit en Martinique. Alors comme c'est une question piège et qu'on pense tous que c'est non, évidemment que oui. Bah oui, effectivement, c'était une question piège. C'est tout ce que c'est non. Dans l'AOC, effectivement, on ne met pas en avant le rhum brun, qui n'existe pas selon l'AOC, mais il reste l'IG rhum du Galion, qui elle a effectivement un rhum brun dans son IG. Donc voilà, c'était la petite info supplémentaire pour rendre ce podcast fluidant et ludique. Voilà. Presque festif. Et festif. Presque festif. Au popcorn. Alors, troisième question. C'est pour ça que je t'ai demandé s'il fallait la mention Martinique sur la bouteille. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit que je n'avais pas précisé ça. Voilà. Alors, tiens, pour Roger, celle-là, toujours selon l'IG Guadeloupe, quel âge minimum doit avoir un rhum très vieux ? Je dirais... Exactement, puisque c'était 3 ans à la Réunion. Avec 3 ans. Avec la Réunion. Donc voilà. Pourquoi est-ce que le Belge a écrit la même chose effectivement Il y en a fait des questions faciles à Roger. Il y en a qui sont avantagés. Hein. Ouais, je le trouve. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Voilà, c'était ça. 3 ans. Et quelle était la couleur de la licorne ? Quatrième question, et celle-là ira à Jerry. Combien de temps un rhum blanc agricole doit-il séjourner en cuve à la Réunion ? Toujours selon l'IG Réunion. À la Réunion ? À la Réunion. Agricole. Je dirais 3 semaines. 3 mois. Exactement.
Exactement. C'est pas vrai. Voilà. C'est-à-dire que ce soit en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, les IG sont pareils à ce niveau-là. C'est 3 semaines minimum comparé à 6 semaines en Martinique pour l'AOC. Voilà. Donc il y a quand même des différences entre les différents niveaux. Pardon ? J'ai gagné. Voilà, ça reste quand même. Il y a pas mal de différences entre l'AOC et les IG, effectivement, mais même les IG entre elles ne sont pas tout à fait pareilles. Par exemple, l'élevé sous bois n'existe pas selon l'IG Guyane, par exemple. Et donc, enfin, c'est surtout la seule différence entre ceux-là. Et puis après, c'est surtout les différences entre les IG et l'AOC. Dernière question pour notre chère Christine. Et là, par contre, ça sera une question cognac. Je me suis dit que tu serais peut-être un peu plus calé sur ce sujet-là que nous, en tout cas. Que nous. Pas que sur le rhum, on a tous compris. Non, laisse-moi finir ma phrase. De toute façon, t'as compris, la réponse c'est 3. Oui, 3, ça marche bien. Plus calé que nous, j'ai pas dit plus calé que sur le rhum, c'est plus calé que nous. Voilà. Et donc, dans l'AOC cognac, combien de temps doit vieillir un cognac pour être appelé ancêtre ? Ancêtre, c'est comme les, je sais pas, c'est comme les XO ou pas ? C'est comme les, pardon ? Alors, comme les XO, c'est catégorie 10 ans. 10 ans, tu maintiens ça ? Je dirais plus. Les autres, vous en pensez quoi ? Ancêtre. Il y a un piège. Ancêtre. Il y a un piège là encore. Je dirais plutôt sur le principe. C'est en combien de mots déjà ? Voilà, c'est ancêtre en un mot. Ancêtre. Bon, allez, question. Vieillissement en cèdre. Non, alors c'est 10 ans, effectivement, Christine a raison. Oh bah ça bravo. rentre dans la même catégorie que les XO, les hors d'âge, les extra, ancestral, ancêtre, or, gold, impérial et extra old. Ah oui, ça a changé récemment. C'est ça. Donc depuis 2018, c'est du 10 ans. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cognac, quand même, il y a une catégorie au-dessus encore, qui est le XXO. Ouais, le double XO. Donc extra old. Voilà. Et là, on est sur, Olivier, 14. Tu sais, minimum combien ? 14. Oui, moi j'aurais dit 15, mais je sais plus. Non, c'est 14, effectivement. On est sur 14. C'est chez la Monie, le XXO. Ah oui ? XXO. C'est quoi ? C'est un site porno ? Extra old. Extra old, voilà. Ah oui. Bah, voilà, c'était tout pour ce petit quiz. En tout cas, j'espère que, chers auditeurs, vous aurez peut-être appris quelque chose. Je ne sais pas si on doit féliciter les collègues ou pas, mais bon, on fait avec quand même. Et puis voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, qui finalement est quand même assez complexe et assez diversifié, surtout qu'on aura vu les différences maintenant entre les différentes IG françaises pour le rhum, sachant qu'il y en a d'autres, hein. Après on a l'IG Madère, on a enfin voilà, il y en a pas mal, et donc le cognac et les autres spiritueux. Pourquoi selon vous est-ce que c'est plus simple, ou est-ce que c'est plus simple déjà dans les autres spiritueux maintenant, si on doit le comparer au rhum? Bah, c'est difficile de faire des généralités sur tous les spiritueux. Après, quand tu regardes un spiritueux comme le cognac, c'est facile parce que le cognac, c'est petit, entre guillemets, puisque c'est une région qui est petite et que ne peut s'appeler cognac qu'une eau de vie qui a été distillée, vieillie dans la région de Cognac, sauf exception hyper limitée et encadrée. Donc, puis il y a une AOC, ouais, voilà. Alors, voilà, après, ce qui est compliqué dans le cognac, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'appellations, et beaucoup d'appellations synonymes. C'est-à-dire que tu as 5-6 appellations qui ont la même définition. Finalement, même, et ça, il y en a vraiment un paquet. Et c'est peut-être ça qui peut rendre le cognac un peu compliqué, dans le sens où il faut les connaître au moment de l'achat ou du choix de son cognac. Mais après, effectivement, dans l'organisation, comme tu dis, ça peut être beaucoup plus simple parce que la région est plus petite et que tu as d'accord. Bah, c'est ça, c'est produit qu'à un seul endroit, et cet endroit est régi par une AOC. Voilà. Alors en effet, comme tu dis, il y a une multiplicité des noms vraiment donnés à un même âge. Bon voilà, c'est la petite ruse, la petite astuce. Mais sinon c'est assez simple, ouais, pour le cognac. Après, on peut penser que justement la grosse différence avec le rhum, c'est que le rhum s'est produit dans le monde, vraiment partout dans le monde. Ouais, et que les pays de production ne se sont pas du tout alignés. Et donc ils ont avancé chacun dans leur travée, et ils se sont pas rejoints, et je suis pas sûr que ça se rejoigne d'ailleurs. Après dans le whisky, ce que j'allais dire, c'est aussi un peu plus carré. Dans le whisky, ouais. Christine, peut-être nous dire
justement si c'est le bordel aussi dans le whisky ou pas, ou si c'est un peu plus cadré, mais il me semble que il y a un peu des deux, quoi. Dans l'ensemble, c'est cadré, c'est le plus jeune constituant. Mais la difficulté du rhum, c'est déjà aussi, comment dire, que c'est un produit qui peut être vieilli et non vieilli et porter le nom de rhum, ce qui est absolument impossible dans le whisky, par exemple. Si t'as pas 3 ans minimum de vieillissement, t'es pas du whisky tout bêtement, alors que si t'as 3 semaines, t'es du rhum. Et si t'as 15 ans, t'es du rhum également. Donc tu joues, c'est très différent de ce point de vue-là. Ensuite, je sais pas, peut-être aussi le fait que dans le rhum, les concentrations et les très 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 grosses marques sont relativement, tu vois, à 1 ou 2 exceptions près, c'est assez récent, donc il n'y a pas vraiment eu non plus de gendarmes, peut-être. Je sais pas, hein, je dis ça un peu au pif, mais tu vois, à part... Après, est-ce que dans le whisky, tu as des différences entre les législations d'un pays à un autre? Alors oui, il y a des différences nettes dans les législations, mais pas sur la façon dont on calcule l'âge. Ouais, il y a des whiskies vieillis en Solera entre guillemets, mais c'est néanmoins le plus jeune whisky contenu dans la cuve de Solera qui donne l'âge. Hein. C'est pas entre guillemets, et c'est totalement comment dire, c'est pas remis en, comment dire, tu vois, en mais c'était Olivier ou Roger, tu disais qu'en plus du côté vraiment global et du coup que les législations et les normes ne soient pas alignées, il y a aussi, mine de rien, oui, un côté technique de production et de vieillissement et qui sont pas du tout les mêmes. On parle de la pas du tout les mêmes, quoi. Ah oui, on parle de la Solera par exemple. Et même le concept même. Tout à l'heure qu'en effet, alors pour l'instant il n'y a pas vraiment de différence de compte d'âge sur une bouteille, mais quelque chose qui est vieilli continental ou tropical. Est-ce qu'on devrait vraiment leur donner le même âge? On sait que le résultat est différent. Après, on peut préférer l'un ou l'autre, mais... Ouais. Non, après tu peux l'indiquer sur l'étiquette, parce qu'un an reste un an. Après, que ce soit... Tu l'indiques, alors Tropical Aging ou Continental Aging, je pense que surtout le gros souci dans le rhum, c'est que la conception même du spiritueux n'est pas la même dans plein d'endroits de production. C'est tout. Tu vas, les gens en Guyana, quand ils font du rhum, ils n'ont pas le même concept derrière que quelqu'un en Martinique, par exemple. Il y a un ajout de sucre, un ajout de caramel, il y a des différents, il y a des pots de still, il y a des assemblages de distillations différentes. Donc au final, c'est des produits qui portent tous le même nom, hein, rhum, rhum, mais qui sont des boissons totalement différentes. Donc in fine, je pense que c'est le nom qui est beaucoup trop global dans ce milieu-là. Et donc tu ne saurais pas avoir... c'est une boisson très ancienne dans la plupart des pays producteurs. Donc ils ont chacun leur interprétation de la chose. Donc au final, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des IG et des AOC qui vont se rejoindre plic-ploc suivant un petit peu l'interprétation. Mais tu vas avoir très difficile d'avoir une règle globale pour englober autant de produits qui pour moi sont quand même relativement différents, même si la base, enfin la vraie base est la même. Après, ne fût-ce que là, déjà la menace et le Gicane, c'est déjà deux spiritueux différents. Hein, donc, c'est vrai. Le problème vient du nom, je pense. C'est bien vu. Ça englobe trop de choses. J'ai du mal, enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais j'essaie de me mettre là dans les baskets de quelqu'un qui veut acheter une bouteille. Bon, alors s'il va chez un caviste qui va le conseiller, tout ça, ça va marcher. Par contre, s'il est soit peut-être en ligne, soit il va dans un caviste qui est beaucoup moins spécialisé, qui connaît beaucoup moins le rhum, et qu'il essaye un tout petit peu d'essayer de s'y retrouver, ah mon Dieu, quoi. Enfin, déjà que pour des gens qui s'y intéressent depuis un moment et de manière un peu pointue, ça reste compliqué parfois. Quand on commence là-dedans pour essayer de s'y retrouver, c'est vraiment un enfer, quoi. Maître Géry est là pour vous conseiller. C'est déjà compliqué pour certains cavistes, même. Bien sûr. Ils sont spécialisés dans le rhum, ils vont te vendre n'importe quoi. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué, en fait. Hein. Mais en parlant des noms, comme tu disais, Roger, si on gardait déjà les noms rhum et rhum, on ferait déjà des distinctions au départ. Hein, puisque enfin,
Alors pas forcément pour le débutant. Hein. Lui, il fera peut-être pas la différence, effectivement. Bon. Ouais. Non, parce que pour lui, c'est une traduction, et c'est le cas au final. Hein. Mais derrière cette traduction, tu as des façons de voir le spiritueux quand même relativement sujet différent. Très vaste et très complexe, donc comme vous pouvez le constater. Et d'ailleurs, donnez-nous peut-être vos solutions ou vos idées et les différences que vous constatez en commentaire. Sait-on jamais, ça pourrait peut-être nous intéresser et peut-être amener certains producteurs sur certaines pistes. Parce qu'on a effectivement aussi des producteurs qui écoutent cette émission et qui pourraient peut-être, je ne sais pas, avoir envie de demain appeler les rhums de Martinique un Martinique, de la même manière qu'on dit un cognac ou un armagnac. Pourquoi pas. Enfin bon, on verra. En attendant, mon cher Olivier, est-ce que tu nous as préparé une licorne aujourd'hui ? Oui. La première licorne de 2022. Bien sûr. J'ai essayé de... On va parler popcorn. Absolument. Non, j'ai essayé de coller au thème, hein, comme à chaque fois. Et justement, j'ai trouvé une bouteille où l'indication de l'âge est assez marrante. Il s'agit d'une bouteille de chez Wray & Nephew, donc le rhum jamaïcain. C'est une cuvée qui s'appelle Private Stock. Donc petit rappel sur Wray & Nephew, qui est une société donc jamaïcaine de vente et de production de rhum, fondée à Kingston par un certain John Wray, qui avant de créer cette société possédait ce qu'on appelait la Shakespeare Tavern en 1825, qui était un endroit qui était pas très loin, je crois, si je dis pas de bêtises, de la mairie de Kingston, enfin en tout cas de l'équivalent. Et donc dans lequel on vendait du rhum. Quelques années plus tard, il ramène un neveu dans cette entreprise, le dénommé Charles James Ward, très doué pour les affaires, et ils créent ensemble du coup la société Wray & Nephew, qui veut dire donc neveu. Bref, ce partenariat perdure jusqu'au décès du fondateur John Wray, et donc son neveu Charles prend la tête de l'entreprise, la développe, notamment pour ce qui concerne l'exportation. Depuis, la société a changé plusieurs fois de propriétaire, racheté notamment par Lindo Brothers & Co en 1916. Ils vont acquérir Appleton, donc vraiment la société va grossir. La société aujourd'hui compte désormais 3 domaines sucriers, Appleton Estate, Holland Estate et New Yarmouth Estate, bien connu des amateurs de rhum Ayester. Ces 3 domaines représentent, juste pour indication, 63% de tous les rhums produits en Jamaïque. Donc c'est relativement énorme quand même quand on y pense. Et en 2012, c'est le groupe italien Campari, qui est encore plus énorme, qui rachète Wray & Nephew. Bref, pour en revenir à cette bouteille et à cette petite licorne, il s'agit donc d'une bouteille de Wray & Nephew, bouteille de rhum sélectionnée à partir des stocks privés de l'entreprise, embouteillée en 75 centilitres et non en 70 centilitres, donc dans les années 60-70, puis importée en Italie par P. Sofiantino. Voilà, qui était une société d'importation de spiritueux italienne, comme il y en avait énormément dès cette époque-là. Il y a 3 versions différentes qui existent donc, de ce private stock. Une en 67 avec un bouchon en liège, une en 69 et une dernière en 70. Ces 2 dernières étant fermées par des bouchons à vis. Toutes les bouteilles sont numérotées et pour terminer donc cette petite chronique, il n'y a pas d'âge indiqué, mais il y a une petite indication magnifique qui est qu'il s'agit d'un rhum de grand âge et très mature. Voilà. Très nature. Très mature. Voilà. Mature comme mature, les MILF. Comme la catégorie sur certains sites un peu comme Jerry, quoi. Particuliers. Non, arrête, Olivier. Grand âge, du coup, c'est un minimum de combien d'années ? Alors, c'est là où c'est difficile parce que grand âge, normalement, on est sur 50 ans et très mature, on est plutôt sur 70. Donc, je pencherai sur 60 ans. Non, je plaisante complètement, bien sûr. Je parlais là encore. Ça dépend de l'IGP Philippines, en fait. Alors non, parce que l'IGP Philippines, c'est avant 18 ans. Uniquement. On arrête là. D'accord.
Le débat s'arrête. Donc voilà, cette émission touche déjà à sa fin. C'est la première émission de cette année, en espérant qu'elle vous ait plu. Chers collègues, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être? C'est maintenant. Meilleurs vœux. J'avais un truc juste avant la licorne, j'avais un truc et puis j'ai oublié, mais du coup je profite quand même de ces 30 secondes pour t'interrompre, même si finalement c'est pour ne rien dire, et peut-être que ça va me revenir quand tu auras dit est-ce que vous avez un dernier mot, bonne soirée, tout ça, et là je dirais ça me revient, on verra, je ne sais pas, le suspense est à son comble. Merci beaucoup. En attendant, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines et n'hésitez surtout pas à partager cette émission, à mettre quelques étoiles, ça va peut-être nous faire remonter dans le classement des top podcast food sur iTunes France, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis on vous dit à dans 2 semaines pour un nouveau sujet qui s'annonce d'ores et déjà palpitant. Est-ce que je dis le sujet de la prochaine fois ou pas? Non, parce qu'on va changer d'avis. Hein. Pardon? Non, parce qu'on va changer d'avis, tu vas voir. On risque de changer d'avis. On sait jamais. Faire les Rome Festive Part 2. On dira rien pour cette fois. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée et bye bye. Au revoir. Bye bye.